suis enseignante en sciences politiques à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Et j'ai fait ma thèse à l'Université de la Sorbonne sur la manière dont les municipalités palestiniennes et les élites politiques locales ont contribué à la construction de l'autorité palestinienne, d'un embryon d'État durant toute la période du processus de paix. Et à cet égard, j'ai résidé dans les territoires palestiniens, un petit peu à Gaza et surtout en Cisjordanie, en gros entre 1996 et 2005, de manière assez continue. Et depuis 2005, je continue à suivre ces questions et en m'intéressant davantage en fait au Hamas et à la manière dont les maires de ce parti gèrent les villes, notamment depuis leur arrivée au pouvoir en fait dans beaucoup de villes palestiniennes à partir de 2005. Voilà. Alors aujourd'hui en fait avec Monsieur Tosi, on avait convenu que je vous parle du conflit israélo-palestinien au travers en fait du processus de paix, donc qu'on appelle le processus d'Oslo, notamment parce que l'année dernière, en 2013, on aurait dû fêter les 20 ans d'un processus qui s'est engagé en 1993. Hein, le premier accord qui impulse le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens a été signé le 13 septembre 1993. Ça a été le résultat d'une négociation secrète menée entre les Israéliens et les Palestiniens en Norvège, à Oslo. Hein, c'est pour ça qu'on parle du processus d'Oslo, et puis qui a ensuite été paraphé et extrêmement médiatisé autour du président américain de l'époque à Washington. Donc 1993-2013, 20 ans, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas du tout vu de célébration glorieuse de l'événement, hein, et c'est ceci au vu en fait de l'échec vraiment avéré de ce processus, échec au regard en fait de ce que les deux parties, israéliennes comme palestiniennes, en attendaient, hein, et notamment la partie palestinienne, puisqu'à l'issue de ce processus de paix, les Palestiniens n'ont ni État, ni territoire, ni même des conditions de vie sécurisées au quotidien. Et donc, je vous propose, en une petite heure, de revenir, hein, de faire un petit peu le bilan de ces 20 ans, et de revenir en 3 temps sur l'histoire de ce processus et de cet échec, avec dans un premier temps de vous parler un petit peu de ce qu'étaient ces accords, le contenu, mais surtout la philosophie de ces accords, ce que chaque partie en attendait. Dans un deuxième temps, de s'arrêter sur la mise en œuvre et de voir l'espèce de grand écart croissant qu'il y a eu entre ce qu'était l'esprit du texte et ce qui se passait concrètement sur le terrain. Et puis dans un troisième pan, de m'arrêter, ce sera un peu conclusif, sur ce que j'appelle les ambiguïtés du texte, les non-dits, les creux, qui ont été source de controverses rapides et de beaucoup de conflits d'interprétation, et qui constituent à l'heure actuelle beaucoup des enjeux encore à régler entre les deux parties. Voilà. Alors, pour ce qui est du contenu des accords, donc, le processus a été lancé, comme je l'ai dit, en 1993, et il y a en gros 3 textes qui impulsent ce processus de paix, qui sont des textes assez généraux. En fait, il s'agit d'accords cadres, c'est-à-dire d'accords qui fixent les grandes lignes de ce sur quoi les deux parties s'accordent, et aussi qui fixent la méthode de négociation. Mais ce ne sont pas des accords qui résolvent, loin de là, l'ensemble des points de litige entre les deux parties. Et en fait, on parle de processus de paix parce que cet accord cadre et ces 3 textes qui ont été négociés en 1993-94 en fait, prévoit un calendrier de négociation qui doit s'échelonner de 1993 à en gros 2000. Et donc moi, je ne vais pas vous parler de la succession d'accords qu'il y a eu entre les deux parties, et presque des marchandages dignes de marchands de tapis, parfois, au kilomètre carré près de terre desquels les Israéliens doivent partir ou pas. Je vais donc plutôt mettre l'accent sur la philosophie de ces accords. Donc, premier texte, signé en 1993, donc à Oslo, c'est le texte de la reconnaissance mutuelle entre les deux parties. Ce texte
à l'époque, a été considéré comme historique, parce qu'évidemment, pendant des décennies, les deux parties réfutaient le droit même de l'autre à exister. Alors, mon objectif ici n'est pas de faire un historique du conflit israélo-palestinien, mais rapidement, on peut dire que côté israélien, à partir de 1948 et de la création de l'État d'Israël, et en réalité même bien avant, dans l'histoire même du mouvement du sionisme politique, le courant dominant qui dirige le pays à partir de 1948 et toutes les années 50-60 refuse le principe même de l'existence d'un peuple palestinien. Il considère que les Palestiniens sont des Arabes, d'abord et avant tout, et non pas donc un peuple spécifique avec une histoire et des droits nationaux du coup spécifiques qui vont les distinguer des Syriens, des Libanais, des Jordaniens, des Égyptiens qui les environnent, et que, ma foi, s'ils veulent un État, ils n'ont qu'à aller créer, aller s'installer dans notamment la Jordanie voisine. Donc ça, c'est la position officielle de l'État israélien de 1948 dans le courant dominant aux années 80, et c'est encore à l'extrême droite de l'échiquier politique une thèse que défendent certains. Alors on est passé de ça à la reconnaissance de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, de Yasser Arafat, qui est créée au milieu des années 60, donc en 1993. Et entre les deux, il y a, à partir des années 70, toujours donc, la position dominante du parti travailliste, qui est de dire ok, peut-être que les Palestiniens constituent un peuple distinct des autres, mais c'est un peuple de terroristes. Et alors que sur la scène internationale, on a un mouvement national palestinien, l'OLP, qui travaille à se faire reconnaître comme l'organisation politique légitime pour représenter la cause palestinienne sur la scène internationale, notamment auprès des Nations Unies, et qui va obtenir cette reconnaissance en 1974 avec un siège d'observateur au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle va aussi l'obtenir de la Ligue arabe avant, enfin quelques mois avant, en 1974. Eh bien, on a dans le même temps Israël qui, au contraire, va condamner l'OLP et l'étiqueter comme une organisation terroriste avec laquelle, du coup, il est inenvisageable de négocier. Donc, c'est toute la période où les Israéliens considèrent qu'ils n'ont pas de partenaire de paix. En tout cas, que l'OLP n'est pas un partenaire de paix légitime. Et à partir des années 70, et alors qui correspond en fait à l'occupation, enfin à la période d'occupation israélienne des territoires palestiniens, donc à la suite de la guerre des 6 jours, Israël voit son territoire quadruplé de superficie, donc puisqu'il occupe à la fois le Sinaï égyptien, le Golan syrien, mais aussi donc la Cisjordanie et la bande de Gaza. Donc c'est à la suite de cette occupation, dans la décennie 70, que ce discours d'illégitimité de l'OLP à représenter la cause palestinienne est le plus fort, et que parallèlement, le gouvernement israélien travaille à négocier une paix dans son intérêt, un régime d'autonomie, en fait, c'est le terme que les Israéliens lui donnent, avec les élites politiques locales, et notamment avec les maires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles moi, pour ma thèse, au départ, je m'étais intéressée aux maires, parce qu'ils avaient un rôle très ambigu dans l'histoire nationale palestinienne. Certains ayant été très très nationalistes et ayant diffusé les thèses de Yasser Arafat dans les territoires palestiniens et ayant du coup fait l'objet d'une répression féroce de la part des autorités israéliennes, assassinés, expulsés de force, etc. Et d'autres, au contraire, jouant un peu ce jeu de go-between et d'intermédiaire des Israéliens face à la population palestinienne occupée. Alors, comment on est passé de cette position-là israélienne des années 70-80, de tentative de négociation d'une paix, d'une autonomie palestinienne qui les arrange, et c'est d'ailleurs cette autonomie, elle est encadrée par
l'accord de paix de Camp David, signé avec l'Égypte, par exemple, en 1979. Il y a un statut d'autonomie prévu pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. Comment on est passé de cette étape-là à 1993, en gros une décennie plus tard, où les Israéliens, enfin les gouvernements de l'époque, acceptent de reconnaître l'OLP comme un partenaire digne de ce nom avec lequel on va négocier. Et bien dans l'intervalle, il y a eu 1987 et ce qu'on appelle la première intifada, donc le premier soulèvement populaire parti de Gaza, de la bande de Gaza, puis qui s'est diffusé dans la Cisjordanie, qui est un mouvement, en fait, pour la première fois, j'ai envie de dire, de l'histoire nationale palestinienne, porté par les Palestiniens qu'on appelle de l'intérieur, c'est-à-dire les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, par opposition aux Palestiniens de l'extérieur, qui sont aussi nombreux, 2 millions en gros, et qui sont les réfugiés, qui vivent beaucoup dans les camps de réfugiés de Jordanie, du Liban, de Syrie et un petit peu d'Égypte. Donc c'est pour la première fois un mouvement qui part des territoires occupés, en 67 et en 67, qui est porté par des jeunes, donc une génération qui n'a pas connu la Nakba, qui n'a pas connu l'exil, qui n'a pas connu Israël de 1948, enfin la création de l'État d'Israël, qui est née dans les camps de réfugiés, pour beaucoup, qui sont en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et qui n'a connu finalement que le régime d'occupation militaire. Et ce mouvement, en fait, demande, alors en Europe on a appelé ça la guerre des pierres, demande la fin de l'occupation, son mot d'ordre est très politique, c'est la fin de l'occupation israélienne. Il n'y a pas tellement de revendications sur la création d'un État, c'est vraiment mettre fin à l'oppression territoriale, militaire israélienne dans les territoires palestiniens, avec une volonté de normaliser finalement leurs conditions de vie pour avoir une vie quotidienne normale à leurs yeux, et qui est menée par des moyens pacifiques. Alors il faut aussi avoir en tête qu'à l'époque, il y a très peu d'armes en fait côté palestinien. L'armement, la militarisation de la Cisjordanie et la bande de Gaza, c'est les années 90. Mais à l'époque, il y a très peu d'armes qui circulent côté palestinien, et donc on proteste avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, donc avec des pierres. Donc c'est cette image d'un petit enfant palestinien d'un camp avec des pierres face à un char d'assaut à bande de Gaza israélien, qui va renverser un petit peu, alors à la fois l'image que la communauté internationale a du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire qu'avant on voyait que le discours israélien officiel avait fonctionné auprès des responsables européens, c'est-à-dire qu'on avait là un petit pousset perdu dans un océan de peuples arabes qui voulaient mettre Israël à la mer, et qu'il fallait du coup aider Israël à se défendre. Bien là, la première intifada va complètement transformer cette représentation que les Européens et les Américains un petit peu ont de la situation, en montrant que l'asymétrie du rapport de force, en tout cas sur le plan militaire, elle est du côté palestinien, beaucoup plus que du côté israélien. Et cette transformation de l'image d'Israël sur la scène internationale va beaucoup inciter les dirigeants politiques israéliens à transformer eux-mêmes la vision qu'ils ont des Palestiniens, parce que, ça c'est un trait un petit peu classique des élites politiques israéliennes, ils sont très sensibles à l'image qu'ils renvoient à l'extérieur, et notamment de plus belles démocraties dans la région du Moyen-Orient. On pourrait beaucoup en discuter de cette étiquette-là, mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête qu'ils sont extrêmement sensibles à l'image qu'ils renvoient à l'extérieur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui toutes les politiques de boycott, notamment universitaires, les atteignent plus qu'on ne le présuppose. Et ça va aussi transformer la manière dont la majorité de la société palestinienne va envisager l'autre, celui qui est de l'autre côté, avec qui on a très peu de rapports, en tout cas on va très peu à l'époque dans les territoires palestiniens, si ce n'est les colons. Il n'y a aucune raison, quand on est israélien, d'aller se balader à Gaza, par exemple. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun contact. Les contacts, ils sont dans le domaine du travail, parce qu'il y a énormément d'usines, ou par exemple ou dans les kibbutz, dans le domaine agricole, on emploie énormément de main-d'œuvre palestinienne à bas prix, journalière, qui
qui fait l'aller-retour de la bande de Gaza à Israël chaque jour pour aller travailler. Donc on a des contacts quand même. Les contacts se font aussi à travers l'univers carcéral, dans la prison, et on apprend l'hébreu et on apprend les manières de penser aussi israéliennes dans les prisons. La socialisation vers les prisons est extrêmement importante jusqu'à aujourd'hui. Donc on connaît, côté israélien, la langue de l'autre. Côté palestinien, pardon, on connaît très bien la langue de l'autre, l'hébreu. L'inverse n'est absolument pas vrai. La majorité des Israéliens juifs ne connaissent pas l'arabe, sauf si ce sont des juifs originaires du Yémen, du Maroc, de Tunisie, etc. Et puis bien sûr, il y a 20% d'Arabes palestiniens qui vivent en Israël qui sont arabophones. Bon, mais voilà. Il n'y a pas cette obligation, j'ai envie de dire, à comprendre la langue de l'autre quand on est israélien, alors que l'inverse est vrai, ce qui montre bien le sens du rapport d'asymétrie et de domination. Bref, cette première intifada en 1987 va vraiment transformer la manière dont la société israélienne va voir l'autre, et déjà, elle va le découvrir, l'existence de l'autre, sur ses écrans de télévision, parce que c'est la première fois qu'en fait, ce qui se passe dans les territoires palestiniens est médiatisé à l'échelle internationale, mais aussi sur l'échelle nationale israélienne. Et c'est le moment où l'asymétrie du rapport de force est telle que les Israéliens vont se dire non seulement un peuple palestinien existe, soit différent des Jordaniens ou des Libanais, mais en plus, peut-être qu'effectivement, leur revendication à devenir indépendants, à faire reconnaître leurs droits nationaux, est légitime, parce qu'ils ne risqueraient pas leur vie, comme le risquent ces jeunes, si ce n'était pas légitime. C'est un peu ça ce qui se passe à partir de 87-88 dans la société israélienne. Et c'est entre autres ce changement sociétal qui explique que lors des élections législatives de 1992, le Parti travailliste, donc on va dire situé plutôt à gauche de l'échiquier politique israélien, va faire sa campagne électorale sur l'idée de « moi, si vous m'élisez, je vous promets la paix avec les Palestiniens ». Et ça aussi, c'est un tournant dans l'histoire politique israélienne, parce que là aussi, c'est la première fois qu'une campagne électorale en Israël se joue sur la question du rapport avec l'autre. On ne peut pas tellement dire qu'il s'agit d'une question de politique extérieure, étrangère, parce que la question palestinienne fait partie des questions de politique intérieure en Israël, mais c'est la première fois que ce dossier palestinien est l'enjeu majeur de la campagne électorale, et c'est Isaac Rabin, entre autres, et Shimon Peres, qui portent donc cette idée de la nécessité désormais pour Israël de faire la paix avec celui qui est à côté, l'autre, et de considérer du coup l'autre comme un partenaire de paix et non plus comme un terroriste. Et les travaillistes vont l'emporter assez largement sur la base donc, de ce programme politique, de ce programme électoral. Et un an après, vous voyez, l'État d'Israël va reconnaître officiellement, explicitement, l'OLP comme son partenaire de paix. Et inversement, côté palestinien, on a eu, durant toute la décennie des années 50, donc si je prends après la création de l'État d'Israël, la cause palestinienne défendue par la Ligue arabe, avec l'idée que l'État d'Israël avait amputé les Arabes d'une partie d'un territoire arabe qui leur revenait de droit, et l'idée de l'illégitimité de l'existence même de l'État d'Israël. Cet agenda-là va être repris par l'OLP à partir du milieu des années 60, donc au moment où l'OLP est créée par la Ligue arabe d'ailleurs au Caire. Et puis, après la guerre des 6 jours donc de 1967, qui est le moment où l'OLP prend son autonomie de la Ligue arabe, considérant que notamment l'Égypte de Nasser ne fait pas grand-chose pour eux, va considérer que désormais, ils ne peuvent compter que sur leurs propres forces, et va inviter la population palestinienne, notamment des camps, les réfugiés des camps, à se mobiliser, à une mobilisation populaire de type guérilla contre l'État d'Israël. Et c'est à partir des années 70 que l'OLP commence à changer ses revendications politiques et territoriales par rapport à l'État d'Israël, et à ne plus demander de récupérer l'ensemble des territoires perdus en 1948, mais à demander à ce qu'on crée, à ce qu'un État palestinien, et que donc les droits nationaux des Palestiniens soient reconnus, sur une partie seulement de la Palestine de l'époque mandataire, du mandat britannique. Et cette partie-là, c'est
la Cisjordanie, la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Alors ça correspond un petit peu à la zone hachée là en bleu, ça c'est la Cisjordanie, la bande de Gaza elle est en orange, hein, et puis Jérusalem c'est le rond blanc, Jérusalem-Est. Et puis en 1989, un congrès national de l'OLP, donc là c'est en pleine intifada à Gaza, hein, il va y avoir entre guillemets, reconnaissance officialisation de ce programme politique par Yasser Arafat, hein, désormais, donc à partir de 1988-89. Le programme politique de l'OLP, c'est la création d'un État palestinien sur la Cisjordanie, la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Hein. Et c'est le moment, 1988, où l'OLP de Yasser Arafat déclare unilatéralement l'État de Palestine. État de Palestine qui ne reçoit pas à l'époque, donc sur la base de ses revendications territoriales. État de Palestine qui ne reçoit pas de reconnaissance internationale à l'époque, même si certains États, dont la France d'ailleurs, hein, vont reconnaître la légitimité hein, de ces revendications. Mais en tout cas, il y a une évolution, une transformation assez nette des revendications territoriales palestiniennes dans cette région, puisque désormais on exige la création d'un État sur en fait 22% hein, de ce qui était le territoire de la Palestine au moment du mandat britannique. Hein. Et donc implicitement, c'est l'idée que les 78% restants vont être gérés hein, par une autre entité politique qui est l'État d'Israël. Hein. Donc ça c'est 88, reconnaissance implicite hein, quelque part de cet État d'Israël, hein, puisqu'on a des exigences territoriales revues à la baisse. Et puis, vous voyez, 1993, explicitation, reconnaissance explicite hein, de l'autre, hein, de l'existence de l'État d'Israël dans les frontières donc, de 1949, telles qu'elles sont pour le coup reconnues par la communauté internationale. Donc évolution des deux côtés, et là aussi côté palestinien, c'est la société de l'intérieur, comme en Israël, hein, qui a poussé Yasser Arafat, qui avec l'OLP est installé plutôt en exil, hein, à évoluer, hein, à faire évoluer son programme politique, et c'est cette génération de jeunes qui va déclencher l'intifada en 1987, qui ne connaît que l'occupation israélienne, qui va faire pression hein, pour que l'agenda, les objectifs territoriaux soient ramenés à la baisse, hein, avec l'idée que ce qui compte finalement, c'est que sur une portion du territoire, du territoire qui nous revient, on puisse gérer nos affaires politiques indépendamment et qu'on puisse en finir avec l'occupation. Hein. Donc c'est vraiment cet objectif de fin de l'occupation militaire qui porté par les jeunes donc, palestiniens d'intérieur, qui va conduire Yasser Arafat à faire cet aggiornamento politique. Voilà. Alors, par rapport à cette reconnaissance de 1993, il y a des opposants des deux côtés, les opposants à la paix, qui sont, côté israélien, plutôt des gens situés à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique, et notamment des groupes de colons, hein, et qui vont être à l'origine d'ailleurs d'une violence politique contre celui qui a porté hein, sur la scène électorale israélienne la paix avec les Israéliens, qui est Isaac Rabin, hein, puisqu'il va être assassiné en 1995 par un jeune membre d'un de ces groupes d'extrême droite. Et puis côté israélien, alors on focalise souvent sur l'opposition du Hamas aux accords de paix. C'est vrai que le Hamas s'est opposé à ces accords dès leur signature, une opposition à la fois sur le principe même de la reconnaissance de l'État d'Israël, mais aussi une opposition qui était vraiment analytique hein, sur la méthode de négociation de Yasser Arafat et sur le contenu de la paix. Hein. Donc ce n'était pas simplement une opposition de moi je ne reconnais pas l'État d'Israël, non, non. C'était une opposition sur la manière dont la paix était négociée et sur le contenu, hein, ce qui avait été négocié. Mais ça, sur la méthode et la manière, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis l'autre groupe d'opposants à la paix côté palestinien, c'est surtout des intellectuels de la diaspora, hein, que l'on trouve notamment dans la figure de Edward Said aux États-Unis, qui eux aussi hein, vont avoir un discours très argumenté hein, contre l'OLP, en soulignant le fait qu'ils ont opté pour une paix par étapes,
une paix où on négocie dossier après dossier, et non pas une négociation sur l'ensemble, une négociation globale. Voilà. Alors, justement, pour parler maintenant du contenu de la paix, au même moment où cette reconnaissance mutuelle est signée en 1993, il y a un deuxième texte qu'on appelle la Déclaration de principe qui va un petit peu encadrer le contenu de la paix. Et ce qu'il faut retenir de cette déclaration de principe, c'est que les deux partenaires de paix s'accordent sur la méthode de négociation. Ils s'accordent sur une méthode de négociation par étapes. La formule de Yasser Arafat, c'était qu'il faut y aller step by step, chaque chose en son temps. Et il y a deux étapes, en fait. Une étape qui va être appelée intérimaire, de négociation, qui doit durer 5 ans, de 1994 à 1999. Et puis une étape qui doit permettre de résoudre définitivement le problème, qu'on appelle le statut permanent, qui doit permettre donc de déterminer un statut permanent pour les territoires palestiniens, et ces négociations doivent commencer en 1999-2000. Et dans cette étape de négociation, enfin sur le statut permanent, il y a 5 dossiers donc, qui doivent être traités plus tard, à partir de 1999-2000, qui sont les dossiers jugés par les 5 parties comme étant les plus sensibles. Dans ces 5 dossiers qui sont du coup laissés en suspens au départ, il y a Jérusalem, bien sûr, revendiquée par les deux parties comme la capitale du futur de leur État. Il y a les réfugiés, le devenir des réfugiés, notamment ceux qui sont au Proche-Orient, qui constituent 90% des réfugiés palestiniens, avec donc l'alternative qui est retour des réfugiés en Palestine ou installation dans les États arabes. Et quand on parle du retour, du coup, il y a des négociations sur le pourcentage de réfugiés qui doivent revenir et surtout le lieu du retour. Est-ce que c'est dans les villages d'origine des parents ou dans les territoires palestiniens que Yasser Arafat va contrôler. Et l'hypothèse de l'installation définitive des réfugiés dans les États de la région implique évidemment qu'entrent dans le bal des négociations les États arabes concernés, le Liban, la Jordanie, la Libye, etc. Troisième dossier sensible, laissé à plus tard, les colonies israéliennes, situées principalement en Cisjordanie, avec quelques colonies à Gaza, mais c'était pas, la colonisation à Gaza n'était pas considérée comme très stratégique par l'État d'Israël. Et c'est ce qui vous explique d'ailleurs qu'en 2005, de manière unilatérale, l'État d'Israël soit parti de Gaza et lâché ses colonies. L'enjeu pour Israël de la colonisation, l'enjeu territorial, l'enjeu hydraulique, l'enjeu militaire, il est en Cisjordanie. Donc voilà, que faire de ces colonies et de leur population? Ça, c'était le troisième enjeu. Quatrième enjeu, la détermination définitive des frontières. Alors, des frontières dans lesquelles une entité palestinienne sera habilitée à s'administrer, mais ça sous-entend aussi, bien évidemment, la délimitation définitive des frontières de l'État d'Israël. Ce qu'on ne dit jamais. Mais à partir du moment où on délimite les frontières entre deux parties, ça ne concerne pas que les frontières de l'État palestinien éventuellement à venir, ça concerne aussi les frontières de l'État d'Israël. Et il faut savoir que dans la loi fondamentale israélienne qui a été adoptée en 1950, donc l'équivalent de la constitution israélienne, c'est le seul État du monde d'ailleurs qui soit dans ce cas-là, les frontières de l'État qui vient d'être créé et reconnu par la communauté internationale ne sont pas précisées. C'est quand même le seul cas dans le monde où les frontières de l'État qui vient d'être créé ne sont pas précisées. Et puis, cinquième dossier, c'est la sécurité, avec notamment toute la question des armes et du contrôle des armements. Là aussi, dossier qui concerne, du point de vue israélien, l'ensemble des États arabes de la région. Donc ces dossiers sont considérés comme particulièrement sensibles, et du coup, on reporte un petit peu à plus tard les négociations sur ces thématiques. Et l'idée, en fait, et le pari des négociateurs au départ, c'est de dire on va commencer par des choses qui sont un petit peu plus faciles à négocier, de manière à ce que le temps, quelque part, joue en notre faveur, et que la confiance
entre les deux parties, et aussi que les sociétés elles-mêmes s'habituent à discuter, à négocier ensemble, et à progressivement qu'on puisse négocier des sujets qui sont considérés comme plus difficiles. Ça, sur cette stratégie-là, adoptée, alors qui était une revendication israélienne depuis tout le temps. Donc le fait que Yasser Arafat ait accepté cette stratégie des petits pas, c'est un des points sur lesquels il a été très 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 critiqué en interne, donc dans la société israélienne. Les Palestiniens, du Hamas et d'autres, considérant qu'en fait il avait renvoyé à plus tard tout ce qui concernait les enjeux nationaux, de souveraineté, parce que voilà, ça veut dire qu'on construit quelque chose sans qu'on sache quelles sont les frontières définitives de l'entité palestinienne. La capitale, on n'en parle pas. Les colonies, qui sont quand même l'emblème même de l'occupation militaire israélienne, on n'en discute pas, etc. Donc il a été extrêmement critiqué là-dessus. Le deuxième point important à retenir de cet accord donc, de principe, c'est qu'est-ce qui se passe du coup pendant la période intérimaire et qu'est-ce qu'on doit négocier durant cette période intérimaire de 4 ans. L'idée là, c'est que c'est durant cette période-là qu'on va négocier les retraits israéliens des territoires occupés. L'enjeu, c'est ça. Avec tout un calendrier de retraits territoriaux prévus dans cet accord de principe, devant permettre à terme le retrait de l'armée israélienne des territoires palestiniens. Et la manière dont ça va être fait, et là aussi l'accord entre les deux parties au départ, c'est de se dire on va commencer par retirer l'armée israélienne des zones les plus peuplées. Donc on va commencer par les villes palestiniennes. Et donc à partir de 94 dans la bande de Gaza et 95 en Cisjordanie, l'armée se retire des 8-9 principales villes palestiniennes. Pourquoi ce choix? Alors, ça concerne du coup, en 95-96, 90% de la population palestinienne passe sous contrôle de Yasser Arafat, on va dire ça comme ça, mais ça ne concerne que 3% du territoire palestinien. Ces 8-9 villes constituent 3% du territoire palestinien sur lequel doit être créé l'État. Alors, pourquoi ce choix et ce pari? Pour Yasser Arafat comme pour les Israéliens, c'est l'idée de dire qu'il faut que les populations palestiniennes voient vite le changement, d'accord ? Elles ont été habituées à l'univers de l'occupation, à voir un mirador à côté de leur maison, à devoir montrer leurs papiers à chaque soldat situé en bas des commerces, etc., dans la rue. Il faut que ce paysage de l'occupation disparaisse rapidement. Donc, il faut faire sortir les chars israéliens des villes palestiniennes, casser les miradors qui contrôlent les camps, etc., de manière à vraiment ce que la population voit que, ça y est, il y a la paix. Alors, ce n'était pas un pari totalement fou, mais le problème, c'est que du point de vue de Yasser Arafat, ça devait être une première étape, lui permettant de mettre la population derrière lui et d'avoir un soutien populaire pour continuer les négociations. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que ces négociations territoriales ont extrêmement duré et qu'en 1999, au moment de la fin de la période intérimaire, les Israéliens détenaient encore 78%, le contrôle militaire de 78% du territoire palestinien. Yasser Arafat... c'est 72%, pardon, et Yasser Arafat en contrôlant que 18%, d'accord ? Et dans ces 18%, qu'est-ce que ça veut dire que Yasser Arafat contrôle ces populations ? L'autre point important à retenir de cet accord de principe, c'est un transfert des pouvoirs. Donc, transfert des pouvoirs des Israéliens vers les Palestiniens, et plus précisément, transfert des pouvoirs de l'administration civile israélienne qui gérait les populations occupées, comme les Américains ont géré les affaires courantes des Irakiens, par exemple, à partir de 2003, ou en Afghanistan. Ils ont créé une administration, ce qu'on appelle une administration civile, qui gère les affaires courantes. C'est-à-dire que de 1967 à 1994-1995, c'était les Israéliens, mais pas des militaires, des fonctionnaires, bien sûr, qui étaient dirigés par des militaires, qui s'occupaient de l'administration, de l'éducation des Palestiniens, de la santé, de l'agriculture, etc.
Donc qu'est-ce qui se passe à partir de 1993? C'est que toute cette administration civile israélienne est mise de côté, hein, et qu'on crée on crée une entité politique pour prendre la place des Israéliens. Et cette entité politique, vous la connaissez tous, c'est ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Donc l'autorité palestinienne, elle est créée, c'est assez nouveau, enfin elle a 20 ans, hein, elle est créée donc dans le cadre des accords de paix, et le but c'est de remplacer l'administration d'occupation israélienne pour gérer les affaires courantes des Palestiniens. Et à partir de là, donc on va créer des ministères palestiniens, hein, et c'est, voilà, les ministères palestiniens ont 20 ans, hein, c'est la première fois, là aussi, de l'histoire nationale palestinienne que les Palestiniens ont leur propre ministère, par exemple. Et donc, dans les villes, va être mise en place une administration d'État, pseudo-étatique palestinienne, qui va remplacer l'administration israélienne. Mais dès qu'on sort des villes, hein, qu'on arrive aux portes d'entrée et de sortie des villes, on tombe face à un barrage militaire israélien, hein, mais surtout, on est sous la coupe encore de l'armée israélienne et des ordres militaires israéliens. Donc vous avez progressivement une complexification du droit qui s'applique à ce territoire palestinien, en fonction non pas de la nationalité que l'on a, mais de l'endroit où on réside. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, bon, j'étais français, c'est un petit peu différent, mais quoique quand je me trouvais dans les zones israéliennes, j'étais pas franchement à l'abri de contrôle, loin de là, j'ai été très souvent contrôlée, mais si voilà, je suis palestinienne, j'habite à Ramallah, voilà, dans ma maison, voilà, je suis réglementée par les règles palestiniennes. Je travaille à Bir Zayt, qui est l'université de Ramallah, hein, mais qui est sur la colline d'en face. Je sors donc de la ville avec ma voiture. Là, j'arrive à une zone qui n'a pas été rétrocédée, à un territoire qui n'est pas encore rétrocédé à l'autorité palestinienne, donc qui demeure sous la coupe de l'occupation militaire israélienne, et du coup, le droit qui s'applique à ma voiture et à ma personne, c'est les ordres militaires israéliens. Voilà. Hein. Donc une complexification qui se met en place. Donc voilà, tout ça par rapport à ce texte de la déclaration de principe, parce que je vois que je voudrais aussi laisser le temps à des questions, pour dire que sur la méthode, c'est une stratégie de paix graduelle, avec l'idée que le fait de prendre le temps de négocier de sujets qui sont moins sensibles au départ va permettre d'attaquer le dur des dossiers de manière plus pacifiée. Bon, en réalité, ça n'a pas du tout marché, mais c'était ça le pari. Et le deuxième pari, c'était de commencer par les villes pour que la majorité de la population voit le changement. Et ça s'est fait de manière très symbolique, hein, puisque voilà, on a mis des drapeaux palestiniens alors qu'avant c'était interdit. Alors partout, il y a eu une guerre des drapeaux, hein, si on peut dire. On a vu oui, des artifices de souveraineté palestiniens, hein, les policiers avec voilà, leurs costumes palestiniens, mais il n'y avait pas vraiment hein, de souveraineté sur l'ensemble des territoires revendiqués. Et en fait, il y a eu une dissociation qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, hein, et qui rend la situation extrêmement compliquée à négocier, entre ce qu'on appelle la souveraineté territoriale, hein, c'est-à-dire qui contrôle le territoire, d'accord, ça demeure largement de la responsabilité de l'État d'Israël, et puis la souveraineté fonctionnelle, hein, c'est-à-dire les domaines d'activité, comme voilà, la politique industrielle, la politique de l'éducation, le paiement des fonctionnaires, etc., qui a été transféré à l'autorité palestinienne. Et un point important ici à souligner, c'est que cette autorité palestinienne, en réalité, donc elle est créée par les accords de paix, processus de paix qui est soutenu politiquement et financièrement par la communauté internationale, et cette autorité palestinienne n'a pas les moyens budgétaires de son autonomie, hein, en réalité. Donc 90%, 99% presque, du budget de l'autorité palestinienne est apporté par la communauté internationale. Banque mondiale, Nations Unies, toute la coopération bilatérale, l'Europe, j'allais oublier, gros bailleur de fonds, l'Europe, et puis la coopération bilatérale européenne, hein, pour beaucoup, et les Japonais. Hein. Ça veut dire que jusque-là, le coût financier de l'occupation était assuré par l'État d'Israël. Hein. Une puissance occupante a des devoirs d'après le droit international humanitaire, et notamment hein, celui d'apporter des services publics hein,
à la population occupée, de payer les fonctionnaires, etc. Donc pour Israël, il faut bien voir que l'occupation avait un coût financier. Elle a eu un coût humain. Pendant la première intifada, ils ont perdu pas mal de soldats, par exemple, mais elle avait un coût surtout financier. Ce coût financier-là, les accords qui tombaient sur l'État d'Israël, les accords de paix ont permis à l'État d'Israël de le supprimer totalement. Aujourd'hui, la gestion des populations palestiniennes coûte 0 centime aux Israéliens. Ça coûte pas grand-chose aux Palestiniens parce qu'ils n'ont pas les moyens, quelque part, très peu. Ça coûte à la communauté internationale. Par contre, le contrôle politique des populations palestiniennes, à 80%, Israël l'a maintenu. Et vous comprenez du coup pourquoi, 5 ans après les accords de paix, enfin le processus de paix, beaucoup au sein de la population palestinienne se sont considérés comme ont considéré qu'on leur mentait, qu'on ne pouvait rien avoir par ce processus. Et il y a deux changements importants en 20 ans, finalement, qui ont encore donc, des répercussions aujourd'hui. À la suite donc, de la signature de ces accords de paix, c'est donc la partie un petit peu sur la mise en œuvre, qu'est-ce qui s'est passé durant la mise en œuvre de ces accords de paix, sur lesquels j'aimerais insister, c'est d'une part et qui sont un peu paradoxaux. D'un côté, on a la mise en place d'une administration d'État palestinienne, en tout cas un processus de centralisation du pouvoir politique palestinien, avec la création de cette entité palestinienne, donc avec des ministères, avec la production de lois palestiniennes. C'est la première fois, les premières lois palestiniennes datent de 1996-97. Jusque-là, toutes les lois qui s'appliquaient aux Palestiniens étaient des ordres militaires israéliens ou des lois jordaniennes pour la Cisjordanie ou des lois égyptiennes, etc. Il n'y avait pas de loi palestinienne, d'accord ? Donc, première loi palestinienne avec la création d'un parlement, c'est 1996, d'accord ? Qu'on a tout un tas comme ça de signes qui montrent qu'il y a un processus de centralisation des pouvoirs politiques qui se met en place, une espèce d'embryon d'administration d'État, d'accord ? Quand bien même, dans l'accord de paix, il n'y a pas le mot État. Il n'est pas dit qu'à la fin du processus, on doit créer un État. Mais il y a ça qui se met en place. Des ministères, la police palestinienne, donc force d'exécution, très encadrée dans les accords de paix, voulus par Israël, parce que pour Israël, la police palestinienne doit jouer le rôle de garante de sa sécurité, et la police palestinienne va d'ailleurs avoir un rôle pas très sympathique à jouer, qui est le rôle de surveillance, arrestation des opposants à la paix. Et elle va le jouer, ce rôle. Donc on met la police palestinienne dans une position de porte-à-faux par rapport à la population. Donc on a comme ça tout un tas d'institutions, d'administrations palestiniennes qui se mettent en place, au départ, pour une période transitoire. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne, elle est créée en 1994 pour la période transitoire. Et rien n'est dit, ça fait partie des creux, des non-dits des accords, et rien n'est dit sur ce que va devenir cette autorité palestinienne à la fin de l'autorité de la période transitoire. Pour Yasser Arafat et l'OLP, il était évident, quelque part, que cette entité, cette autorité palestinienne devait devenir un État et être reconnue comme telle sur la scène internationale. Les Israéliens étaient beaucoup plus nuancés en la matière, mais en tout cas, ce qui paraissait évident à partir de 1998-99, quand on discutait avec les membres de la Banque mondiale ou de l'Union européenne qui finançaient cette autorité palestinienne, c'était que tous ces bâtiments, toutes ces forces de police, tous les moyens financiers qui étaient mis dans les politiques de développement, parce que ces ministères ont porté vraiment des politiques développementalistes, on a construit des kilomètres et des kilomètres de réseaux d'eau, de routes, etc. C'était évident qu'on n'allait pas soudainement tout arrêter et détruire les ministères sous prétexte que l'accord n'avait pas prévu ce que cette autorité allait devenir. Sans compter que derrière, il y avait aussi l'idée que ce déversement d'argent en Palestine permettait de garantir un niveau de vie à peu près potable à l'ensemble de la population, et qu'en gros, c'était grâce à ce niveau de vie-là aussi que la population allait soutenir la paix. Donc, il y avait le pari de la paix économique, qu'on achète quelque part la paix en garantissant un salaire régulier aux fonctionnaires palestiniens, puisque la communauté internationale paie les salaires des fonctionnaires. Donc, on a d'un côté cette autorité palestinienne
avec toutes ces institutions, qui se construit et qui donne forme à un embryon d'État qui ne dit pas son nom, d'accord, en tout cas, qui permet de centraliser les pouvoirs politiques palestiniens. Alors que jusque-là, la cause palestinienne était déterminée de l'extérieur, en exil, d'accord. Et puis d'un autre côté, on a un territoire palestinien qui se fragmente totalement, un processus d'émiettement du territoire palestinien depuis 20 ans. Émiettement alors qui est dû au fait que les redéploiements, les retraits de l'armée israélienne ont été beaucoup moins importants que ce qui était prévu dans les textes, beaucoup plus lents aussi, ça c'est la première chose. Fragmentation qui est liée aussi au fait que le droit qui s'applique au territoire palestinien est multiple et superposé, puisque les Israéliens ne sont pas partis de toutes les zones. Voilà, le droit, les ordres militaires israéliens s'appliquent dans certaines parties, dans d'autres, c'est le droit de l'autorité palestinienne. Donc vous êtes régi par des règles juridiques distinctes en fonction de là où vous êtes. Fragmentation, émiettement, qui est renforcée par le fait qu'il n'y a aucune continuité territoriale pour les Palestiniens. Alors il y a déjà la discontinuité géographique, bon, mais ça on n'y peut rien, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, c'est déjà... mais en Cisjordanie, cette fragmentation, elle a été renforcée par les accords, par la mise en œuvre des accords, puisque les Israéliens sont partis des villes, et ces villes, du coup, palestiniennes, ne sont pas connectées entre elles. Il n'y a pas de souveraineté continue d'une ville à l'autre. Donc on sort d'une ville, on entre dans une zone israélienne, du coup on a un barrage militaire, donc j'ai quelques photos là de checkpoint. On monte ses papiers, voilà, on attend, selon l'humeur du soldat, on passe pas, selon le contexte politique, s'il y a eu un attentat en Israël, on passe pas, etc., avant de pouvoir se rendre dans la ville voisine. Et c'est cet aspect-là, je reviendrai là-dessus, je continue sur les facteurs de fragmentation. Il y a, très important, la colonisation, la poursuite de la colonisation, qui, en 20 ans, a littéralement explosé. Et ça, c'est aussi un phénomène qui explique que les Palestiniens ont eu l'impression qu'on les leurrait totalement, puisqu'on leur promet la paix côté israélien et en même temps, on accentue la colonisation. Aujourd'hui, il y a 300 000 colons en Cisjordanie. 300 000 colons, ça correspond à plus de 4% de la population israélienne. Donc c'est certes une minorité dans la population israélienne, mais c'est plus une population totalement négligeable, surtout qu'ils sont en train de se structurer politiquement et de devenir un lobby au sein du Parlement. Et ces 300 000 colons qui sont en Cisjordanie, ça correspond à 16% de la population palestinienne. Donc alors là j'ai une carte pour vous montrer où ils sont installés. Alors ça c'est des cartes de checkpoint, dans cet ordre-là. Donc ça c'est l'entrée de la ville de Ramallah. C'est une photo qui date à peu près de 2004-2005. Vous voyez que ces barrages militaires, en 2004, donc on est en pleine intifada. En 2000, il y a eu la reprise de la violence armée entre les deux parties, donc échec total du processus de paix. Et de 2000 à 2005-6, une période très très dure pour les Palestiniens, avec bombardement intensif des villes palestiniennes, effacement côté israélien de tout ce qui était symbole de l'autorité palestinienne. On a bombardé les postes de police, on a bombardé les ministères, on a bombardé les chaînes de radio, etc. Donc effacement des symboles de souveraineté palestinienne d'un côté, et puis mise en place, durcification de la présence israélienne en territoire palestinien, avec donc la construction en dur de ces barrages militaires. Alors ça ressemble à des espèces de zones un petit peu comme dans les autoroutes en France, où vous êtes compartimenté aussi en fonction de votre statut. Alors il y a les VIP, ça c'est toute la communauté internationale, il y a les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Jérusalem, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les enfants. Vous passez dans des espèces de treuils comme ça, là, avec des tourniquets, comme pour le métro. Alors tout est informatisé désormais, c'est-à-dire que vous n'avez plus de contact avec le soldat contre lequel éventuellement vous pouviez au moins vous énerver avant. Là, vous pouvez vous énerver contre les machines. Mais ça, c'est très très important, cette mise à distance, la gestion indirecte des Palestiniens par les Israéliens, et la privatisation des checkpoints, c'est-à-dire que l'armée a délégué à des sociétés privées la gestion de
de ces postes de contrôle, et donc c'est retranché de la responsabilité des incidents qui peuvent arriver au checkpoint, et notamment des morts qui peuvent en résulter. Donc voilà, ça c'est le même, à Kalandia, donc à l'entrée de la ville de Ramallah. Et il y a le mur, on le voit sur la première photo. On l'aperçoit, vous voyez, ici, là. Tout ça, c'est le mur, en fait, qui est censé tracer la frontière entre Ramallah, donc vous voyez là les premières constructions, c'est un des camps de réfugiés, ça, et cette partie-là, où moi je me situe quand je prends la photo, qui est Jérusalem. Donc là, c'est un tag voilà, sur ce mur. Ça, c'est un checkpoint dans les premières années d'Oslo. 94, la photo, elle est prise. Je me trouve à Bethléem et c'est pour entrer à Jérusalem. Alors vous voyez que matériellement, urbanistiquement, presque, on n'est pas du tout dans la même physionomie. On a une espèce de petite guérite militaire. Parfois, c'était juste une jeep qui fait le contrôle des papiers. Et puis, bon, on a quand même déjà les files d'attente pour pouvoir passer. Cette fragmentation du territoire a causé énormément de difficultés de déplacement aux populations. Alors qu'on soit palestinien ou pas, ça, on les ressentait fortement. Ça a conduit à l'incertitude totale de la gestion de sa vie au quotidien, puisqu'on était absolument incapable de donner d'être sûr d'être à l'heure à un rendez-vous. Et c'est, de mon point de vue, une des raisons qui a conduit à la révolte, donc à la deuxième intifada en 2000, avec la colonisation qui, comme ça, était visible à l'œil nu. Il faut bien se rendre compte que, alors que le pari au départ, c'était d'effacer l'occupation, en l'espace de 5-6 ans, l'occupation est revenue, et elle est revenue au galop, par des colonies qui se construisaient de tous les côtés, avec ce que ça veut dire, arrachage de champs d'oliviers, etc., et des checkpoints, des barrages militaires que l'on voit aux portes de la ville. Et ça, c'est pareil, c'est en 2005, à l'entrée de Naplouse. Donc vous voyez une militarisation aussi très forte de ces points de barrages militaires. Ça, c'est les colonies, et c'est la stratégie de construction des colonies israéliennes. Au premier plan, ici, vous avez une maison traditionnelle palestinienne. Donc voilà. Et puis, derrière, vous voyez, ça, c'est des petites guérites... comment ça s'appelle? C'est du préfabriqué, voilà. Et puis ensuite, on commence par construire en dur. Et alors, on fait du copier-coller. Au niveau architectural, c'est pas très inventif, vous voyez. Alors, dans les zones de la vallée du Jourdain, c'est plutôt ce type-là, colonie de villas, avec des jardins. Et le gouvernement israélien, en fait, a une politique d'incitation à aller s'installer dans les colonies, d'incitation fiscale, pour les jeunes couples avec enfants qui ne peuvent plus s'installer à Tel Aviv ou à Jérusalem parce que les terrains coûtent trop cher. On les délocalise dans les colonies et on les incite par des moyens de pression économique finalement à aller s'installer là-bas. Et puis à Jérusalem, vous avez d'abord d'autres types de constructions, c'est beaucoup plus dense, c'est des immeubles, et c'est aussi une population beaucoup plus idéologiquement orientée qui s'installe là, puisqu'ils s'installent au nom de lieux sacrés, bibliques, etc., et de la préservation de terres qui doivent, de leur point de vue, rester juives ou être judaïsées. Voilà. Donc ça, c'est une des plus grandes colonies israéliennes de Jérusalem-Est. Voilà, et ça, c'est des effets aussi environnementaux de la construction de ces colonies. Ça, c'est une colline aux abords de Bethléem. C'était une des rares collines qui demeurait un petit peu verte dans les environs. Ça, c'est 96, début de la construction. Il y a eu beaucoup de manifestations violentes contre la construction de cette colonie. Et ça, c'est 2000, la même colline, prise de Bethléem, de la municipalité de Bethléem, donc 4 ans plus tard. Et par exemple, cette colonie, c'est une colonie touristique. Sa fonction, c'est le tourisme. Il y a des hôtels de standing pour accueillir les tours opérateurs occidentaux, notamment américains, et éviter que les tours opérateurs occidentaux aillent s'installer à Bethléem, dans les hôtels palestiniens de Bethléem. Donc vous voyez aussi les effets économiques de la déstructuration de l'économie politique nationale et locale. Ça c'est l'entrée d'une colonie à Hébron, où vous voyez aussi cette espèce d'obsession israélienne de ceinturer tout. Donc ils ceinturent par les murs qu'ils imposent aux Palestiniens, mais eux-mêmes ont quand même un univers mental extrêmement muré, puisque l'ensemble des colonies est ceinturé.
Voilà, il me semblait que j'avais une autre carte où il y avait les colonies israéliennes. Voilà, c'est celle-là. Les colonies sont en orange. Hein, donc en gros, vous voyez dans la vallée, tout ça c'est la vallée du Jourdain, autour de Jérusalem, et puis regroupées par blocs. Voilà, donc les colonies en orange et en jaune, ça correspond à toutes les zones que contrôle encore militairement l'État d'Israël. Avec les colonies, ça fait à peu près 70% encore aujourd'hui. Voilà, donc je vais peut-être terminer là, parce que j'aimerais laisser le temps à la discussion. Juste peut-être pour dire, aujourd'hui, parce qu'on est aussi, côté palestinien, dans une configuration très différente par rapport à la configuration de 1993, au fait que aujourd'hui, donc, dans la société palestinienne, on a une scission territoriale et politique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, hein, donc avec la bande de Gaza qui est contrôlée par le Hamas depuis 2007 et la Cisjordanie donc sous la tutelle du Fatah, qui fait que sur la scène nationale et internationale, les Palestiniens ont du mal à parler d'une seule voix. Et de mon point de vue, c'est une scission qui n'est pas conjoncturelle, mais qui est structurelle. Deuxième élément important aussi à dire, c'est que depuis 5-6 ans, l'OLP, et c'est une conséquence de cette scission politique, l'OLP perd de sa capacité à parler au nom de l'ensemble des Palestiniens sur la scène internationale. Et on voit le retour des puissances arabes dans le jeu politique palestinien, hein, et de l'instrumentalisation de la cause arabe sur la scène régionale, l'Égypte d'un côté, le Qatar de l'autre, etc. Et puis, troisième point important, qui concerne davantage la Cisjordanie, c'est qu'on est aussi dans une configuration économique et sociale très difficile pour les... Alors, à Gaza, une situation humanitaire et économique désastreuse, hein, donc avec quand même beaucoup d'implications des ONG humanitaires de l'ONU. Bon. Mais à Gaza, c'est peu souligné, hein, mais depuis les années 2003-2004, il y a eu une politique menée par le Premier ministre, qui ne l'est plus aujourd'hui, enfin qui ne l'est plus depuis quelques mois, mais Salam Fayyad, hein, qui a un petit peu la figure politique que les États-Unis et les Européens ont essayé de mettre en avant sur la scène internationale, hein, comme remplaçant de Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas, hein, un petit peu l'homme des Américains, on va dire. Et Salam Fayyad a mené une politique très néolibérale, qui a eu des effets totalement désastreux dans la société palestinienne des territoires. Et aujourd'hui, beaucoup plus qu'une révolution politique, beaucoup plus qu'une troisième intifada, hein, eh bien, on est proche de mouvements de contestation qui porteraient davantage sur la question sociale. Hein, et les années 2011-2012, qui correspondent à des périodes de révolution en Égypte, si je prends l'approche région, en Tunisie bien sûr, etc., ont correspondu en Palestine à une période de multiplication des manifestations contre l'autorité palestinienne, mais avec un agenda social, c'est-à-dire contre la cherté de la vie, contre l'augmentation de l'eau et de l'électricité, etc. Donc c'est la question sociale aujourd'hui qui l'emporte, et des Palestiniens qui non seulement n'ont pas d'État, qui sont dans une situation territoriale plus préoccupante, mais des Palestiniens qui, de mon point de vue, se reconnaissent de moins en moins comme une nation. On a une nation en lambeaux, hein, avec des populations qui sont préoccupées uniquement, c'est pas un reproche que je leur fais, hein, c'est un constat, par la préoccupation de leur bonheur privé, hein, très dépolitisé. Hein. Alors bonheur privé qui peut passer par l'exil, hein, qui peut passer par le repli sur sa vie familiale, hein, on protège le peu qu'on a, hein, et qui ont peur de s'engager, non seulement parce que les Israéliens sont encore là, hein, mais aussi parce que l'autorité qu'a mis en place Salam Fayyad est une autorité qui condamne tout mouvement de rébellion politique, et notamment
toute prise de parole nationaliste. Donc on a vraiment un nationalisme palestinien à l'intérieur qui a du souci à se faire. Voilà. Je vous remercie.